Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des conférences de l'association CEPLA à l'occasion des 120 ans de la loi 1905. Pour en parler, je suis en compagnie de Sarah Poussielgue. Bonjour Sarah. Bonjour Christine. Et de Laurent Schlumberger. Bonjour. Voilà, vous faites tous les deux partie donc de l'équipe de cette association CEPLA. Et vous allez nous dire un petit peu qu'est-ce que cette association va proposer comme conférence sur ce thème de la loi de 1905, donc au niveau historique, mais aussi au niveau de l'actualité. Voilà, qu'est-ce que ça devient et en quoi les protestants ont joué un rôle et sont particulièrement intéressés dans ce thème de la laïcité. Voilà, alors Sarah, bonjour. Sarah, vous allez déjà nous présenter un petit peu cette association, CEPLA, et puis le cycle de conférences qui va être proposé. Nous vous écoutons. Très bien, donc bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Alors je remercie Christine Munch et toute l'équipe de Radio Fidélité de nous avoir invités cet après-midi pour cette émission. Alors en deux mots, l'association Culture, Événements, Patrimoine Protestant existe depuis 2016. Elle a été créée pour donner un cadre à l'organisation de l'anniversaire du 500e anniversaire de la Réforme, donc qui a été célébré en 2017. Alors depuis, nous avons eu la chance d'avoir des projets qui ont continué tous les ans. Et donc, cette année, nous proposons ce cycle de conférences sur la laïcité, sur la loi de séparation des églises et de l'État, parce que c'est le 120e anniversaire. Très exactement, la loi a été votée le 9 décembre 1905. L'objet de l'association, c'est effectivement de faire connaître l'histoire du protestantisme et le rôle aussi des protestants dans notre société actuelle et le rôle qu'ils ont joué aussi tout au cours de l'histoire. Et donc là, ce sujet, en fait, nous est venu vraiment très, très naturellement, puisque des protestants qui ont eu des postes clés dès le 19e siècle ont donc participé à la fois à la conception et à l'élaboration de cette loi. Donc c'est un sujet qui, évidemment, nous est apparu très, très intéressant. Alors, nous allons vous proposer 4 conférences qui vont s'échelonner entre octobre et décembre. Alors, ces conférences sont organisées, je le précise dès maintenant, avec l'Université de Nantes et l'association Le Passage Sainte-Croix. Une conférence par mois en octobre, en novembre et 2 en décembre. Enfin, particularité pour le mois de décembre où il y aura 2 conférences. En tout cas, vous pourrez trouver le programme sur le site de Radio Fidélité, sur notre site internet. Mais bon, nous vous rappellerons tous ces détails à la fin. Enfin, détails, mais informations très utiles à la fin de l'émission. Alors, quelle est notre démarche avec ces conférences ? Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de reprendre les fondamentaux de la loi, c'est-à-dire d'avoir une approche scientifique, c'est-à-dire d'avoir une approche à la fois juridique et historique. C'est de décrypter, d'analyser le texte de loi pour mieux le comprendre et après pouvoir susciter non pas des débats artificiels avec l'Assemblée, mais susciter des débats sur une connaissance partagée de ce qu'est cette loi. Donc ça va être la première partie, avec les 2 premières conférences. La conférence du 9 octobre en présence de Valentine Zuber, qui est historienne spécialiste de l'histoire de la liberté des religions, et puis Paul Chaumont, qui est magistrat à la Cour de cassation. Et la deuxième conférence, c'est la conférence donc avec Charles Nicolle et Laurent Schlumberger, qui vont nous parler effectivement du rôle des protestants. Cette conférence va être très intéressante. Alors j'en dirai 2 mots un petit peu plus tard parce que les protestants ont pu ainsi avoir une influence sur leur vision de la place de la religion dans la société et des relations entre les églises et l'État.
Et la deuxième partie de nos conférences, donc, qui auront lieu en décembre, donc une au Temple et une au passage Sainte-Croix, va plus porter en fait sur l'actualité de cette loi, c'est-à-dire quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette loi, quelles sont les évolutions, quels sont les défis de cette loi. En gros, est-ce que notre conception aujourd'hui de cette loi a changé ? Comment ? Pourquoi ? Nous allons du reste aussi analyser, décrypter les 2 dernières lois qui ont été publiées en 2004 et en 2021. Donc avec la présence d'Olivier Abel qui est philosophe et Patrick Veil aussi qui est un historien, enfin un spécialiste de la laïcité. Merci beaucoup Sarah, ça fait très envie. Merci pour tout ce panel de propositions entre le contexte historique et puis le rôle des protestants et puis l'actualité. C'est vraiment quelque chose qui va, je pense, intéresser beaucoup de monde. Alors nous partons donc de la loi de 1905, puisque c'est elle dont nous allons fêter les 120 ans. Et Laurent Schlumberger, vous allez nous expliquer un petit peu justement pourquoi est-ce qu'il y a cette loi qui a été votée en 1905. Qu'est-ce qu'elle a apporté ? À la fin du 19e siècle, la deuxième moitié, mais surtout la fin du 19e siècle, on parlait de la guerre des 2 France. Comme s'il y avait 2 France qui se faisaient face et qui devaient se combattre, avec une France qui serait la fille aînée de l'Église, et puis une France qui serait fille de la Révolution, disons, en gros. Et les polémiques étaient extrêmement violentes. On a de la peine aujourd'hui à imaginer ce qui se disait, ce qui se publiait. Et l'avènement de la Troisième République en 1870 a donné un coup d'accélérateur à la perspective laïque, avec, vous savez, notamment les grandes lois scolaires dans les années 1880 autour de Jules Ferry, la figure de Jules Ferry, et puis la loi sur la liberté d'association en 1901, les associations, loi de 1901, ça date de cette période-là, et puis cette fameuse loi de 1905, qui sera au fond une loi de pacification qui permettra une réconciliation entre ces 2 visages qui s'affrontaient dans la guerre des 2 France. Mais en fait, c'est une loi un peu de séparation. C'est une loi de séparation, absolument. C'est ça qui va permettre. C'est une loi de séparation pour ce qui est de la mise en place concrète. Parce que la finalité de la loi, c'est dit dans l'article 1, la finalité de la loi, c'est la liberté. Oui. L'article 1er, d'où découle tout le reste de la loi, le dit, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions de l'intérêt de l'ordre public. Il y a 2 fois le mot liberté, c'est pas du tout un hasard. Le but de la loi, c'est la liberté et c'est l'égalité. Liberté de conscience, liberté d'expression, et donc égalité entre les religions ou entre les cultes. Dans le droit français, on parle pas de religion, on parle de culte. Ça, c'est le but de la loi, la liberté et l'égalité. Et les 2 moyens pour atteindre ces buts, c'est la séparation et la neutralité. La séparation de tous les cultes d'avec l'État. L'État se déclare incompétent dans ce domaine. Et la neutralité de l'État par rapport à tous les cultes. Et au fond, avec ces 4 termes, vous voyez que c'est assez simple. Bon, c'est des termes lourds et importants, mais avec ces 4 termes, on a le périmètre de la loi dans sa logique profonde. Donc c'est un peu ça le cœur de la laïcité à la française ? C'est ça le cœur de la laïcité à la française, et j'insiste encore d'un mot sur la liberté. S'il fallait dans ces 4 termes en garder un, c'est le terme liberté qu'il faudrait conserver. J'ai dit les 2 fois dans l'article 1er. Et la laïcité, quelquefois, on a un peu l'impression que c'est compliqué, que c'est confus. Eh bien, la boussole, quand on a l'impression d'être un peu perdu, la boussole, c'est la liberté. Aristide Briand, qui était un Nantais, et qui a été l'agent majeur de cette loi, le principal artisan, a déclaré une fois, toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra pas être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. Ici, libéral, ça veut dire dans le sens de la liberté. Donc vraiment, c'est pas une revanche des uns contre les autres, c'est pas un encadrement, c'est pas un contrôle. Il y a l'ordre public qui est exprimé de manière très claire, mais c'est une loi de liberté. C'est ça le cœur de la laïcité à la française, comme vous dites, Christine. Et alors, est-ce que ça veut dire que l'expression de la foi doit rester dans l'espace privé ? Alors la question s'est posée en 1905.
figurez-vous. Et elle s'est posée d'une manière extrêmement aiguë, parce qu'il y avait plusieurs conceptions de la laïcité. Il y avait une conception de la laïcité contre les religions. Les religions, c'est l'obscurantisme. Oui. Il y avait une conception, comme disent les historiens, gallicane. L'État français voulant contrôler les religions. Et finalement, ce n'est pas ces options-là qui ont été retenues. C'est la version que nous connaissons. Et on s'est demandé, par exemple, dans tous ces débats très longs, très touffus, très, très impliquants, est-ce que, par exemple, il faudrait interdire le port de la soutane dans la rue ? Parce que c'est ça l'espace public et puis les signes religieux dans l'espace public. Et ça a été très très sérieusement discuté. Certains députés exigeaient que ce soit interdit. Et puis finalement, après des débats longs et vifs, la réponse du Parlement était non, il ne faut pas le faire. Et ça a été une réponse massive du Parlement. Là aussi, liberté. Les cultes, ils existent tels qu'ils sont. Il n'y a pas de véritable liberté de conscience sans liberté d'expression. Et d'ailleurs, si d'aventure on interdisait la soutane, on peut être sûr, les tailleurs et les couturiers et les prêtres trouvaient une manière de contourner cette interdiction et d'avoir un vêtement qui manifesterait quand même le côté clérical des prêtres. Donc, il ne faut pas interdire ça. Liberté, liberté, liberté. Donc, c'est l'État qui doit être neutre. L'État, ses institutions, ses organes, ses fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Mais la société, l'espace public, ne saurait être neutre. D'ailleurs, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Une société neutre, un espace public neutre, un espace où on ne peut pas exprimer ses opinions. Il n'en est pas question. La seule limite, fortement posée par la loi, c'est le respect de l'ordre public et sinon, liberté. Donc, c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que ça fait très actuel aussi comme débat. On va en parler tout à l'heure peut-être. Donc avant, vous êtes venu avec une musique. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le moment de la passer ? Oui. Laurent, ça va ? Très bien, oui, très bien. C'est le bon moment, très bien. Donc Sarah, vous nous expliquez pourquoi vous avez fait ce choix ? Tout à fait. Alors nous avons choisi l'hymne européen, donc musique originellement composée par Beethoven, parce que en référence à l'égalité et à la liberté qui font partie du catalogue des droits humains, du patrimoine humain, des droits de l'homme, enfin du catalogue des droits de l'homme. Et nous sommes dit que ça nous rapprochait aussi des autres pays démocratiques, nos voisins européens. Et donc voilà, c'est une référence à cela pour nous dire aussi qu'il y a d'autres formes de laïcité qui existent dans d'autres pays d'Europe et que ça peut toujours aussi être intéressant de réfléchir aussi à notre modèle de laïcité en comparaison avec ce qui peut exister chez nos voisins plus largement. Voilà. Merci. Voilà, c'est pour vraiment nous mettre le cœur en joie d'entendre cette belle musique qui rassemble les peuples.
Alors nous parlons en fait d'un cycle de conférences qui va être proposé par l'association CEPLA, Culture, Événements, Patrimoine Protestant de Loire-Atlantique, d'octobre à décembre, une fois par mois, au Temple et au Passage Sainte-Croix, à l'occasion de l'anniversaire de la loi de 1905, donc 120 ans. Nous en parlons avec Sarah Poussielgue et Laurent Schlumberger. Alors Sarah, vous allez peut-être nous expliquer un petit peu, dans cette loi qui a été travaillée et proclamée en 1905, est-ce que des protestants étaient à la tâche ? Oui, tout à fait. Un certain nombre de protestants étaient à la tâche, alors des protestants, dont des protestants nantais. Voilà, d'où pour nous l'intérêt aussi de proposer cette conférence sur le rôle des protestants dans la rédaction et la conception de cette loi. Alors, ce qui va guider notre intervention sur cette thématique, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment la loi de 1905 s'inscrit dans l'histoire du protestantisme et aussi parler de quelques personnalités protestantes qui ont donc participé à ce projet. Voilà. Il faut savoir qu'après plusieurs siècles de persécution, la loi 1905 pour les protestants a été l'étape finale et décisive pour leur totale liberté de culte, liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est vraiment une idée que les protestants, ont défendue dès le début de la Réforme. Oui, il faut dire que pendant longtemps, ils ont été interdits de culte. Absolument. Donc, évidemment, la liberté de conscience compte beaucoup pour eux. Absolument. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été très, très partie prenante dans ce projet. Ce qu'on veut aussi faire connaître par l'histoire des protestants avec cette loi, c'est effectivement le rôle global des protestants au 19e dans notre société. Il faut savoir que c'est seulement après le Concordat en 1901, quand Napoléon a reconnu toutes les églises, toutes les confessions religieuses en France. C'était une étape évidemment importante pour les protestants. Alors, ceci étant, les protestants se sentaient encore un peu inférieurs à l'Église catholique, d'où effectivement leur volonté d'avancer sur ce sujet, bien évidemment. Bien sûr. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, à partir du 19e, étant donné que les protestants avaient du coup retrouvé une vie normale, je dirais, dans la société, ils ont eu des postes clés, ils ont pu en tout cas participer activement à la vie économique, à la vie politique, et ils ont aussi, entre autres, créé beaucoup d'associations, d'œuvres caritatives. D'où, en fait, l'explication que tous ces protestants qui ont eu des postes de députés, comme Maurice Sibylle qui a participé, c'est un protestant nantais, ont eu ces fonctions et ont pu, du coup, largement influencer les débats, ont été et ont pu de ce fait aussi faire part de leur vision de la place de la relation entre l'État et les églises et, comme je disais tout à l'heure, de leur vision de la place du religieux dans la société. Ouais. Donc c'est un pan de l'histoire des protestants qui n'est pas forcément très connu. Quand on parle de l'histoire des protestants, on pense plutôt ou à la Saint-Barthélemy ou à l'affaire Calas, ou à la l'édit de Nantes ou à la révocation de l'édit de Nantes. Laurent, voilà, si je me trompe, tu m'interromps, mais c'est tout à fait ça. Les protestants au 19e, on les connaît, on connaît très peu leur histoire. Oui. D'où la raison pour nous du choix de ce sujet. Oui. Alors on aura Charles Nicole aussi qui va faire une conférence sur justement ce rôle des protestants à cette époque-là. Et on a déjà eu d'ailleurs d'autres émissions qui parlaient de certains maires nantais qui étaient protestants, comme Paul Bellamy ou d'autres. Oui, absolument. Et donc voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas toujours bien, mais qui a pourtant marqué la vie de la société nantaise. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas vous citer des noms parce que je ne vais pas vous faire découvrir. Il faut venir à la conférence. Je ne vais pas faire la conférence avant le 13 novembre. Mais voilà, donc je vous donne rendez-vous le 13 novembre, en tout cas pour cette partie-là. Pour cette partie-là, la première étant le 9 octobre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, ça donne envie de se poser la question, jusqu'à aujourd'hui, finalement, la laïcité, c'est devenu un thème qu'on entend assez souvent revenir à la surface. Est-ce que la laïcité est menacée aujourd'hui ?
C'est vrai, c'est un thème dont on entend beaucoup parler. C'est même un thème assez, je ne sais pas comment il faut dire, effervescent, Oui. inflammable, chatouilleux. Voilà. Et c'est relativement récent, parce que après la Première Guerre mondiale, disons, et jusque dans les années 1980, la laïcité, ce n'était pas un sujet. Non. On n'en parlait pas. Et quand, par exemple, le chanoine Kir ou l'abbé Pierre venaient à l'Assemblée nationale en soutane, ça choquait personne. Ah oui. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a 1000 polémiques sur des questions vestimentaires, entre autres. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je crois qu'il y a eu 2 évolutions très profondes, un peu diffuses, parmi beaucoup d'autres, bien sûr. Hein. Une première évolution très profonde depuis 1905, c'est ce qu'on pourrait appeler la pluralisation des religions. Oui. En 1905, c'était simple, il y avait l'Église catholique. Bon, il y avait un peu des non-catholiques, mais enfin vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, le nombre de religions connues présentes en France a beaucoup augmenté. Évidemment, on pense d'abord à l'islam, mais il y a aussi les religions orientales, par exemple. Et puis, à l'intérieur de chaque religion, il y a des courants très différents. Et on le sait plus ou moins chez les catholiques, chez les protestants, chez les juifs, chez les musulmans, il y a des courants très très différents. Donc, c'est devenu compliqué. Ouais. C'est devenu compliqué et notre imaginaire jacobin un peu simpliste, noir et blanc, binaire, du coup est un peu désorienté. Perdu. La deuxième grande évolution, la pluralisation des religions, c'était la première. La deuxième grande évolution, c'est l'accélération de la communication, en particulier par l'image. Tout va très vite, avec des effets grossissants. Le moindre petit événement dont on parlait autrefois au café du coin, on en parle partout. Ça devient une grande affaire et ça induit une sorte de fébrilité sociale, d'inquiétude par rapport aux religions et qui est évidemment attisée et utilisée par certaines forces politiques. Donc aujourd'hui, on peut dire que la laïcité est en danger. Oui, vous me posez la question de menaces. Je crois qu'on peut dire que oui, qu'il y a des menaces possibles et qu'il faut les regarder en face. Possible, j'y reviendrai. Mais parmi ces menaces, j'en vois 3. La première menace, je pense, c'est notre paresse. À nous tous. Les idées toutes faites sur la laïcité, l'ignorance de l'histoire, l'ignorance du droit. Régis Debray, qui est un grand agnostique, disait déjà il y a plus de 20 ans que la laïcité était devenue une laïcité d'incompétence. Aïe, aïe, aïe. Notamment chez les élus, il faut le dire, chez beaucoup d'élus, dans les médias aussi. Le protestant que je suis enrage toujours, si je peux dire, quand il entend parler de l'Église dans les médias. Tout le temps, quand il est question de l'Église catholique, une Église parmi d'autres, certes importante en France, mais une parmi d'autres, c'est toujours l'Église. Il y a une espèce de paresse, justement, je prends l'exemple médiatique, mais que nous partageons souvent beaucoup. Et la paresse, c'est aussi les facilités et les fixations identitaires. C'est peut-être une première menace par rapport à la laïcité, c'est notre paresse. Une deuxième menace, bien sûr, c'est la volonté de certains courants religieux d'influencer la vie politique. Alors là aussi, on pense très facilement à l'islam, en tout cas à une frange intégriste de l'islam qui est active, qui est très petite et qui est très grossie dans les médias. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'islam des gens qui voudraient influencer la manière de vivre en France. Mais il n'y a pas que dans l'islam. Il y a aussi des courants dans toutes les confessions qui cherchent à avoir une influence, une prise sur la question de la laïcité et sur les rapports entre religion et politique. Pensons tout simplement à la Manif pour tous. Oui. La Manif pour tous, en 2013, elle avait un agenda d'influence politique explicite. Donc là aussi, il y a des manières diverses de vouloir influencer la vie politique. C'est une deuxième menace. La troisième menace, c'est la volonté, alors qu'il y a le vent en poupe en ce moment, de neutraliser l'espace public, de contrôler les religions. Il y a des courants laïcistes, quelquefois assez agressifs, qui s'opposent à la liberté d'expression religieuse, qui prétendent neutraliser l'espace public, qui disent la religion c'est à la maison. C'est exactement ce que disait Louis XIV. Ah oui. C'est exactement ce que disait Louis XIV. La religion c'est à la maison. Et malheureusement, ça instille quelquefois dans le droit. La loi dite séparatisme en 2021, par exemple, a modifié des équilibres profonds de la loi 1905. Le Conseil d'État l'a relevé. Par exemple, les associations cultuelles, qui étaient déclaratives comme toute association, maintenant sont soumises à un régime d'autorisation préalable donné par le préfet. Comme si là, il y avait une dimension de contrôle qui avait été réinjectée dans la vie des associations cultuelles. Peut-être à cause des sectes.
Oui, mais les sectes, elles n'utilisent pas les associations cultuelles. Donc si c'est ça l'objectif, le marteau a tapé à côté. D'accord. D'accord. Donc la laïcité, elle a des ennemis aujourd'hui ? Elle peut avoir ces ennemis-là. Cela dit, je crois qu'il ne faut vraiment pas grossir ces menaces et que la laïcité, elle peut être porteuse de fraternité, d'égalité. Et non seulement elle peut l'être, mais elle l'est. Elle l'est aujourd'hui parce qu'au quotidien, la laïcité, ça marche très bien. Dans les relations entre les religions et les mères, par exemple. Ou encore, je prends cet exemple parce qu'il est très parlant, dans l'armée française. Oui. Dans l'armée française, il y a évidemment beaucoup de non-croyants, d'athées, d'agnostiques, mais il y a aussi beaucoup de croyants de toutes confessions, musulmans, protestants, catholiques, juifs, etc., avec des aumôniers. Oui. Mais ça se passe en parfaite intelligence, parce qu'il y a une bonne pédagogie qui est faite, parce que c'est clair. Au fond, la laïcité, ça dérape quand on a des arrière-pensées politiques et qu'on cherche des effets d'estrade. Mais sinon, oui, je dirais que globalement, ça marche bien la laïcité. C'est une condition de notre hospitalité sociale entre nous. Merci. Donc on peut dire qu'elle est porteuse de fraternité et d'égalité dans ces endroits que vous citez. Et il faut sans doute y veiller et agir dans ce sens, mais ça, on en parlera lors des conférences. Très bien. Voilà. Donc justement, Sarah, pour finir cette émission, vous allez nous dire un petit peu comment on peut venir voir, écouter ces conférences, participer ? Oui, tout à fait. Alors les 3 premières conférences qui ont lieu 9 octobre, 13 novembre et le 9 décembre auront lieu au Temple protestant de Nantes, place Édouard Normand à 20h. 20h, les 3 premières. Et la dernière conférence aura lieu le 16 décembre à 18h30 au passage Sainte-Croix. Très bien. Moi, j'avais 18h marqué sur le papier, mais 18h ? Ah oui, c'est peut-être 18h, pardon. Pardon, Christine. Vu ça sur le papier. Je crois que c'est en ligne. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment avoir les renseignements, vous pouvez regarder sur le site de la radio. Oui, et sur le site de l'association. Et sur le site www.nantes-du-6 événement pluriel-du-6 protestant au pluriel.fr. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être on a 1 minute pour redire juste les thèmes des conférences ? D'accord, oui, tout à fait. Je vais vous redire les titres des conférences. Alors, la première conférence, c'est sur que dit la loi, qu'est-ce qu'elle ne dit pas, l'esprit de la loi et le contexte historique. Voilà. Donc, deuxième conférence, c'est le rôle des protestants dans la loi de 1905. Et la 4e conférence... La 3e, c'est les débats actuels. Les débats actuels autour de la loi 1905. Voilà. Et la 4e conférence, c'est justement est-ce que la loi 1905, telle qu'elle a été écrite, peut répondre aux problématiques d'aujourd'hui sur la laïcité. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, nous espérons nous rencontrer lors de ces conférences. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.